beaucoup. Donc, en fait, nous sommes trois à présenter. Donc, on est trois enseignants-chercheurs en sciences de gestion en école de commerce. Donc, moi, je suis à l'école de management de Normandie. Édouard Vincent est à l'IESN Normandie et Gisèle Decampos Ribeiro est à Paris School of Business. Donc, on est tous les trois donc spécialisés en gestion. Et Gisèle et moi, on est spécialisés sur les espaces de travail. C'est vraiment le gros de nos publications académiques. Et Édouard a fait sa thèse à Dauphine sur l'usage des serious games dans le milieu hospitalier. Donc voilà, alors on a créé un jeu qui s'appelle You Are Where You Work, qui n'est pas encore exactement finalisé. Et je vous remercie et mes co-auteurs aussi vous remercient en fait de nous accorder cette possibilité de vous présenter notre projet qui est presque abouti. On espère qu'on pourra bénéficier de vos conseils. Alors, donc, ce jeu, en fait, s'adresse aux étudiants, mais pas uniquement. En fait, non. Il faut quand même être adulte, je pense, et avoir eu une petite expérience du monde organisationnel pour avoir suffisamment de connaissances en management. Mais ça peut très très bien aller à des étudiants en gestion, des étudiants qui seraient en master, etc. Voilà. Il n'y a pas de prérequis extrêmement fort. Donc le jeu se propose aux joueurs d'incarner un chef d'entreprise qui doit choisir de nouveaux aménagements de bureaux pour ses salariés. Donc, il a différents types d'espaces qui sont un peu les grands designs des espaces de travail de nos jours, à savoir l'open space, petit ou grand, le bureau partagé, le bureau individuel ou l'activity-based working en flex office. Donc, le flex office, très très rapidement, pour vous le resituer, c'est le fait de ne pas avoir un bureau personnel à soi. Vous savez, donc, on arrive dans notre lieu de travail et puis on s'installe là où il y a de la place. Donc, voilà. Alors, évidemment, ces choix vont avoir des incidences tant sur la performance professionnelle des individus que sur leur santé. Alors, évidemment, ces incidences-là, qu'elles soient positives ou négatives, on ne les sort pas de notre chapeau, en fait. Hein. On les sort d'une très grosse revue de littérature que Gisèle et moi avons fait ensemble. Voilà, et cette revue de littérature interroge autant les articles académiques en sciences de gestion, mais aussi en médical et paramédical. Voilà. Et donc, en fait, on s'est dit que présenter, vous voyez, exploiter des revues de littérature qui sont denses, qui sont complexes et qui sont pourtant extrêmement intéressantes pour les étudiants, si c'est sous forme d'un article de 20-25 pages à lire, ça va être très fastidieux, alors que si c'est présenté de façon ludique, où ils sont actifs dans le cadre d'un jeu, donc, eh bien, on aura la possibilité de les initier à la recherche académique et aussi de leur faire par là même comprendre les incidences et l'importance des espaces organisationnels. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup d'enjeux lorsqu'on parle des espaces de travail pour l'organisation. Alors, l'organisation à l'entreprise au sens très très large du terme et pas que. Donc voilà, donc les enjeux organisationnels touchent principalement d'une part à la santé des individus qui travaillent dans ces espaces. Là, on a tous en tête évidemment le Covid. Peut-être que l'histoire du Covid a montré en fait aux gens à quel point les bureaux sont aseptisés, que l'air est filtré, etc. Vous voyez, il y a peut-être une sensibilisation grâce, entre guillemets, à la crise sanitaire qu'on est en train de connaître. Néanmoins, ce n'est pas nouveau hein, pour la littérature scientifique. Donc, voilà. Et il y a aussi des aspects très positifs, en fait, à certains aménagements
des espaces de travail. Voilà. Et puis, l'autre enjeu organisationnel de parler des espaces de travail, c'est que, quelle que soit l'organisation, les espaces de travail représentent le deuxième poste de dépense pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises et juste après les salaires. Donc, on voit que ce n'est pas neutre. Les incidences, elles sont stabilisées d'un point de vue scientifique et qu'il n'y a pas une entreprise à l'heure actuelle qui peut éviter de faire le choix des espaces de travail. Vous voyez, puisque ne pas choisir, de facto, c'est un choix. Donc, il y a, comme je vous le disais aussi, des enjeux intellectuels derrière notre jeu, dans ce sens où cela permet aux étudiants de mieux comprendre comment se passent les articles académiques, les revues de littérature, etc. Et puis, de prendre connaissance de façon, on l'espère, légère et ludique, donc de prendre connaissance des plus grandes conclusions sur ces questions de l'espace et de la performance, stabilisées donc dans l'ensemble de ces disciplines que sont donc la médecine, paramédecine, psychologie, sciences de gestion. Donc, très brièvement, notre revue de littérature, puisque nous, on a une, on a une démarche qui est quand même scientifique. On a interrogé principalement deux grandes bases de données, à savoir PubMed Central et PubMed. Donc voilà, et on a fait un premier filtre pour sélectionner une première base d'articles en sélectionnant donc 13 mots-clés. Voilà, donc à partir de ces 13 mots-clés-là, on a pu identifier 129 articles et pour l'heure, notre jeu se base sur 78 articles. Donc c'est ce que je vous disais, il est en processus de création. Alors, grosso modo, comment se passe le jeu? Donc, le jeu, en fait, on aimerait pouvoir le faire comme un mini-jeu vidéo, vous voyez, et il se jouerait de manière individuelle. Donc, d'entrée de jeu, l'étudiant ou le joueur, peu importe, va se voir attribuer au hasard un profil de personnage qui va le placer dans un destin, un contexte organisationnel qu'il n'a pas choisi. Donc là, je vous ai mis un petit exemple d'un des profils qu'on peut avoir. Par exemple, donc, vous avez le pseudo Jules. Vous êtes à la tête d'une start-up que vous avez créée en 2018 dans le domaine du conseil en e-commerce. Dans votre start-up, il y a 15 individus qui ont en moyenne 27 ans et les activités donc, du staff sont des activités de veille, de pratique, etc., etc. Alors, on a ajouté aussi une dimension sur le télétravail, d'une part parce que là aussi, c'est étayé scientifiquement, le télétravail désormais est proposé en mode généralement de 2 jours par semaine et ça va nous permettre en fait d'atténuer les conséquences de certains aménagements spatiaux. Alors bien sûr, il y aura une entreprise, un des profils où le télétravail ne sera pas possible pour pouvoir représenter aussi l'ensemble de ces salariés qui ne peuvent pas prendre des journées de télétravail. Tout à l'heure, on entendait parler d'une personne qui gère l'accueil. Par définition, une hôtesse d'accueil prestataire de service ne peut pas gérer à distance. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même quelque chose qu'on a décidé de prendre en compte. Alors, chaque joueur, d'entrée de jeu, part avec un capital de 30 points de vitalité organisationnelle. Donc, dès l'instant où il va choisir un type d'aménagement d'espace de travail, ça va entamer évidemment son capital de vitalité organisationnelle. Donc, par exemple, typiquement, si vous décidez de mettre votre équipe dans un grand open space sur un plateau ouvert, cela va vous coûter 4 points. Alors que si, par exemple, vous développez plutôt des bureaux privatifs de, mettons, 10 mètres carrés, ça va vous coûter 8 points. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cet arbitrage? Simplement parce que si on fait des bureaux privatifs, nécessairement, on va gérer plus de mètres carrés que si on met tout le monde avec un fort taux d'occupation sur un grand open space.
Vous voyez, donc voilà, donc là il y a un choix à opérer. Et puis voilà, donc les grandes possibilités d'aménagement des espaces de travail, comme je vous le disais, ça va être donc le plateau ouvert, ensuite le bureau partagé, donc petit open space, donc de 2 à 4 personnes, le bureau individuel de 10 ou 12 mètres carrés, peu importe, le flex office. Alors pourquoi le flex office, c'est intéressant à prendre en compte? Eh bien parce que le flex office en lui-même a des incidences tant sur la performance que sur le bien-être, notamment du fait de l'impossibilité de territorialiser son espace à soi. Vous voyez, et naturellement, une entreprise qui choisit d'aménager ses espaces de travail en flex office va réaliser une économie. Vous voyez, c'est pour ça que, par exemple, dans ce tableau, flex office en grand open space, ça va coûter que 3 points de vitalité organisationnelle. Pourquoi? Parce que dès l'instant où le poste de travail n'est plus attribué, de fait, il devient tournant, c'est ce que je vous expliquais au début, et donc, si on organise la rotation du personnel présent sur site au quotidien, on aura de facto moins de postes de travail que de personnel dans notre entreprise. Vous voyez l'idée. Donc, voilà. Ensuite, le joueur donc, va opérer ce choix. Après, il y a une option possible, ce serait de demander au joueur, donc, qui est soit le directeur de sa branche, soit le DG de la structure, d'écrire un mail pour justifier ses choix auprès de ses équipes. Pourquoi? Parce que, en fait, dans nos recherches académiques, qu'elles soient quanti ou quali, on s'est bien rendu compte que l'espace de travail, c'est tout sauf neutre. Et que bien souvent, il est obligatoire, en fait, d'avoir une justification derrière. Vous voyez? Donc, si le jeu se joue avec un encadrement par un professeur de management, par exemple, eh bien, ce serait intéressant à la fin du jeu, pendant la phase de débrief, que le prof prenne connaissance du mail en question et qu'il discute donc du choix opéré par l'élève. Ensuite, Édouard, tu veux peut-être prendre la suite pour les mini-quiz et la jouabilité? Non, non, comme tu veux. C'est comme tu veux. Vas-y, fonce, c'est bien. D'accord. Alors ensuite, donc nécessairement pour que le jeu soit un petit peu réaliste, entre guillemets, les incidences des espaces organisationnels prennent du temps dans la vraie vie. Hein. Les conséquences sur la santé, sur notre performance, ça prend du temps. Donc pour marquer le temps qui passe, on a un premier quiz de management qui est grosso modo 10 questions sous forme de QCM qui, si on n'a pas encore déterminé un nombre de points, mais mettons pourquoi pas 7 points sur 10, va nous rapporter 1 point de vitalité. Pourquoi? Simplement parce que d'une part, c'est une temporalité qui nous permet de montrer donc le temps qui passe. Deuxièmement, ça permet aussi à l'étudiant d'interroger ses connaissances dans le management. Et puis aussi, il y a cette petite logique derrière que plus on connaît les règles du management et meilleur manager on est en théorie. Donc voilà. Et puis, une fois qu'on a fait ce quiz-là, alors, je pense que les réponses, elles pourraient être données du tac au tac. Vous voyez, donc un petit QCM, on envoie la réponse et puis on a le retour. C'est vert si c'est bon et si c'est rouge, on a la réponse en rouge qui apparaît avec peut-être un petit mot d'explication. Donc, après ce quiz, on a la phase 2 où le joueur va découvrir les impacts des choix qu'il a fait en termes de santé et de performance. Donc, il y a 4 possibilités. Une alerte santé, un bonus santé, une alerte performance et un bonus ou un bonus performance. Alors, pourquoi? Simplement parce que les deux sont à dissocier, la santé d'une part et la performance d'autre part. C'est-à-dire qu'il y a certaines installations qui vont parfois permettre de meilleures performances, mais pas forcément une meilleure santé. Vous voyez, donc les deux thèmes sont bien à dissocier. Donc, par exemple, ça pourrait être, donc on a dit que c'était un petit jus vidéo, quelqu'un qui apparaît et qui dit « Alerte santé, vos employés souffrent, 3 sont en arrêt maladie, moins 5 points de vitalité organisationnelle. » Et donc, tout de suite après, on montre une autre page qui mettrait en avant les articles académiques sur lesquels
on se base pour dire que, attention, telle installation va causer tel dégât sur la santé. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait d'être en arrêt maladie à cause de son espace de travail et que ça ait des impacts sur les points de vitalité organisationnelle, ça nous semble assez cohérent. Bonus santé, vos employés se sentent tellement bien, donc plus 5 points de vitalité organisationnelle. Vous voyez, donc toujours sur la même logique, il y a des conséquences positives à certains aménagements, on ne sort pas de notre chapeau, on a toute une littérature derrière pluridisciplinaire qui illustre nos propos. Donc, en théorie, si nos étudiants sont un petit peu curieux, eh bien, ou incurieux ou surpris, ou même si le prof il a envie de faire un gros débrief après, il y a cette possibilité de cliquer, mettons, sur le lien et bim, vous avez l'abstract de l'article, puisque l'abstract, de toute façon, il est toujours visible sur n'importe quel site. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être abonné à des bases de données pour avoir accès aux abstracts. Ensuite, on peut avoir des alertes performance ou des bonus performance sur le même ressort que nos alertes santé et nos bonus santé. Voilà. Et puis, pour ajouter un peu du gameplay, on va avoir de l'incertitude. Pourquoi? Parce que l'incertitude, ça fait partie de la vie organisationnelle et c'est là pour rendre un peu la contingence des aléas de la vie de l'organisation. Hein. Voilà. Et donc, il va y avoir des cartes du hasard. Alors, je ne sais pas encore, on ne sait pas encore comment ça peut être présenté, vous voyez, mais des choses qui vont avoir donc des effets. Par exemple, un produit qu'on a lancé sur le marché marche super bien, bim, on va devoir recruter 5 nouvelles personnes. Est-ce qu'on va opérer de nouveaux choix? A priori, oui, pour pouvoir accueillir ces 5 nouvelles personnes. Est-ce qu'on va rester sur les mêmes aménagements ou pas, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Simplement parce que la grande difficulté de la gestion des espaces de travail pour une entreprise, c'est d'être capable de s'adapter au flux perpétuellement en mouvement des employés qu'on vient d'embaucher et des employés qui viennent de démissionner, vous voyez. Et ces aléas-là, vraiment, c'est le quotidien de toutes les orgas. Donc voilà, donc vous voyez, il y a ces aléas qui créent de l'incertitude et qui demandent donc aux étudiants de se repositionner. Et puis, bim, une fois de plus, on a un nouveau quiz qui fonctionne exactement comme le premier et qui marque encore un laps de 6 mois. Ça, c'est s'ils sont restés sur la même dynamique ou s'ils en ont changé, vous voyez. Et donc, une fois de plus, ça va générer des nouvelles alertes sur la santé ou des nouveaux, santé-performance ou des nouveaux bonus santé-performance et systématiquement toujours avec nos sources académiques. Édouard, tu voulais peut-être rajouter quelque chose avant qu'on remercie? Oui, avant de répondre aux questions du chat, dire que ce jeu, il nous paraît intéressant parce que finalement, le problème, enfin les problèmes et les opportunités qui sont développées dans le jeu ne sont pas des choses dont les étudiants ont particulièrement conscience en fait. En école de management ou en école de commerce, et que en plus de ça, c'est un sujet qui va être évoqué de façon assez transversale dans les cours, mais qui est pas non plus un élément central où il n'y a même pas, il y a pas nécessairement un module d'enseignement de 9 heures, encore moins évidemment 10 ou 15 heures. Et donc finalement, de présenter les choses de façon un peu ludique et scénarisé, ça permet déjà ça permet une rejouabilité et donc la possibilité d'explorer plusieurs scénarios et donc plusieurs configurations d'entreprise, d'une part, et d'autre part, ça va nous permettre aussi, en retraitant finalement les éléments de notre revue de littérature,
de les agencer de telle façon à pouvoir les disséminer tout au long du parcours de jeu. Et ça nous paraît intéressant parce que du coup, il y a à la fois un travail, entre guillemets, de l'enseignant, et puis un travail, ou en tout cas des connaissances qui sont apportées par le jeu, et d'autre part, un travail de l'étudiant et de sa curiosité. Et enfin, ce qui va être intéressant, c'est aussi le fait que c'est un jeu qui peut aussi servir de plateforme de débat, en cours. En cours, encore une fois, en cours, si cours il y a. Hein. Parce que je suis en train de lire ce qui se dit sur le chat et je vais rebondir un peu, hein, Delphine, si tu permets directement. Donc la première question, c'est pourquoi le choix d'un jeu vidéo? La question de la scalabilité, oui, absolument. Alors la question de la scalabilité d'une part, d'autre part, encore une fois, la question de la disponibilité des étudiants. C'est-à-dire que pour bien connaître le parcours des étudiants, si les étudiants dans leur parcours ont éventuellement un cours de RH ou un cours de management du chef d'entreprise ou de management exécutif, etc., on peut complètement imaginer utiliser ce jeu-là comme support de cours où ils vont passer en gros 1 heure à jouer et 1 heure à débriefer, avec évidemment un professeur. Hein. Parce que le professeur, finalement, il va avoir accès aux mêmes ressources que les étudiants. Et forcément, comme il est professeur, il aura quand même un peu il va être capable de surexploiter les connaissances qui seront présentées dans le jeu et puis de les articuler entre elles. D'une part, mais aussi le fait que, oui, et bon, c'est aussi un peu un des usages qu'on peut parfois avoir du jeu vidéo, c'est que ça va aussi permettre une forme, j'allais dire, d'auto-formation. Voilà. Ensuite, pour répondre à la question de pourquoi pas un jeu tangible, oui, absolument. Absolument, d'autant plus que pour ce qui concerne le prototype, et on en est encore, vous l'avez bien compris, au moment du prototype, on a complètement prévu d'en faire un jeu de cartes. Et donc, pardon, oui, on a complètement prévu d'en faire un jeu de cartes. Hein. Là où on n'est pas forcément. Mais bon, c'est ouvert et c'est là où votre retour est intéressant. C'est que pourquoi pas un jeu de cartes collectif? C'est que c'est pas tout à fait la même chose que de faire jouer des étudiants et de débriefer avec eux des connaissances qui sont des connaissances entre guillemets académiques que d'animer une session de jeu. Dans la mesure où on ne peut pas forcément attendre de nos collègues qu'ils soient tous des maîtres de jeu, entre guillemets, et donc qu'ils aient. Parce qu'il faudrait à ce moment-là, si l'intérêt du jeu vidéo, c'est que ça va nous permettre d'entrer dans la base de données du jeu la plupart des informations de débriefing sur lesquelles les professeurs vont pouvoir rebondir. Si on devait faire un jeu de plateau qui soit animé par un coordinateur, il faudra déjà qu'on forme finalement l'encadrant et que l'encadrant ait une sorte on va dire, d'annuaire ou d'index avec les différents éléments et que finalement, en prenant 4 personas plus 4 environnements de travail, ne serait-ce que 2, voire éventuellement 3 cycles de 6 mois, on va vite arriver à un arbre finalement de possibilités qui va être, alors soit il va falloir que artificiellement on le réduise, ce qu'on trouve un peu dommage, soit il va falloir l'étendre et auquel cas la computation que peut faire un logiciel est peut-être rendue un peu plus ardue si on a un encadrant qui va suivre un peu une espèce d'embranchement à travers un index qui va être un index papier si on fait un jeu de société, quoi. Vous voyez? Très bien. Après, comme je disais, le fait est que, alors,
c'est pareil. En cours, de toute façon, nos étudiants, ils sont tous la plupart, enfin, ils prennent leurs notes pour l'immense majorité d'entre eux sur leur ordinateur. J'ai envie de vous dire qu'ils nous ont pas attendu, et ils n'ont pas attendu un jeu pour interagir entre eux, et que le fait de les faire jouer à un jeu chacun avec leur scénario, où rien n'empêche de faire des équipes de 4 et de les faire décider sur un scénario, autrement dit de les mettre à 4 sur une machine, c'est pas gênant. Et pour créer le dialogue, c'est pas enfin, ça ne nous paraît pas être un obstacle fondamental. Voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que ça répond à votre question, Noé? Je me permets de vous appeler Noé, Monsieur Cazin. Ouais, ça, c'est cool. Et vous en pensez quoi, du coup? Bah non, mais pour moi, il y a, enfin, il y a une logique en fait après tout dépend du temps et du produit final que vous voulez faire, mais j'aurais tendance à partir, comme vous le disiez, sur un jeu de cartes ou jeu de plateau dans un premier temps, prototyper et voir si ça marche. Et si ça marche seulement en jeu de cartes, je vois pas trop l'intérêt de passer à l'échelle en faisant un jeu vidéo qui peut apporter des coûts de développement, de maintenance aussi. Et puis aussi, dans tous les cas, vous devriez former vos collègues, que ce soit aux jeux vidéo ou aux jeux de plateau. Vous aurez quand même une phase d'acculturation au jeu pour vos prescripteurs. Oui, vous avez raison. Alors, vous avez raison. L'obstacle qu'on va avoir, encore une fois, et c'est aussi un peu pour ça qu'on veut créer un jeu vidéo, c'est que, encore une fois, la question de l'espace dans les programmes des écoles de commerce dans lesquelles nous sommes tous les trois implantés, est une question qui est malheureusement centrale, transversale, pardon, mais qui justement n'est pas évoquée en cours. Et donc, la possibilité du jeu vidéo, c'est de faire un jeu qui soit un peu dynamique, qui soit un peu fun dans l'écriture. Et d'ailleurs, la question de l'incarnation de l'encadrant in-game va se poser et se pose à nous. Oui. Je suis désolée, je vais devoir vous interrompre parce qu'on dépasse un peu le temps. Oui, c'est ça. Après, c'est une discussion très intéressante, effectivement. Je rejoins effectivement de savoir, il y a toujours un arbitrage à faire entre du plateau, du développement, mais après aussi la jouabilité et l'utilisation. Je vous propose de laisser vos coordonnées dans le chat pour qu'on puisse vous contacter puis qu'on puisse continuer cette discussion qui est très intéressante et qui, je pense, intéresse tout le monde. Avec grand plaisir. Je vous remercie. On vous remercie tous pour votre attention. Merci à tous. Et merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante sur un sujet d'actualité.